tout a rentré en ordre et que les choses se passent très bien ici. Vous savez, le plus important, c'est que les Maliens se retrouvent. C'est ce qu'on a dû faire depuis très longtemps. Que les Maliens se retrouvent, que les Maliens se regardent dans les yeux, que les Maliens se disent la vérité. Ce qui manque aujourd'hui au Mali, de tout ce qu'on veut dire, c'est la réforme de l'homme malien. Et l'homme malien ne peut se réformer qu'au moment où l'homme malien est capable de se regarder pour se dire la vérité et de dire ce qui n'est pas bon, ce qui est bon, ce qui n'est pas faisable et ce qui est faisable, en dehors de tout intérêt personnel. Parce que l'individualisme qui s'inscrit dans une mascarade collectiviste a détruit ce pays. Et je pense que pendant ces 3 jours-là, on se dira la vérité. Pendant ces 3 jours, on se posera les bonnes bases de ce Mali nouveau, parce qu'on ne fera jamais une nouvelle table avec la vieille table. Donc aujourd'hui, je pense que le nouveau malien va appeler l'homme nouveau qui va diriger ce Mali nouveau. Parce que lorsqu'un maçon qui a bâti votre bâtiment qui s'écroule et qu'on parle de la refondation, vous ne pouvez pas faire appel à un vieux maçon qui a mal construit. C'est de faire la répétition sans fin de la même erreur pour avoir le même résultat négatif. C'est d'Aristote. C'est pour dire qu'on ne peut pas reprendre toujours les mêmes erreurs. Et même la physique de la matière refuse cela, et que la nature a tellement enrichi que le Mali aujourd'hui a besoin nécessairement de ces réformes. Vous savez, on ne peut pas faire la réforme de la justice, la réforme de l'économie, la réforme territoriale, la réforme judiciaire, etc., etc., une nouvelle doctrine sécuritaire avec une vieille mentalité cadavérisante qui n'a rien prouvé. Il y a des gens qui ont été à la gestion de ce pays, mais qui n'ont apporté rien aux Maliens. Moi, je ne pense pas que le problème se pose au niveau des militaires et civils, et moi je l'assume. Est-ce on vient de chasser un civil pendant 7 ans qui est l'un des hommes les plus expérimentés politiquement parlant de sa génération, Ibrahim Boubacar Keïta. Il a occupé tous les postes politiques sauf le poste de maire, de conseiller municipal. Mais Ibeka vient d'être chassé par le peuple malien parce qu'on le considère comme médiocre. Est-ce que ce n'était pas un civil? Oui, c'était un civil. Est-ce qu'il n'était pas un homme aguerri politiquement? Oui. Est-ce qu'il n'avait pas d'espérance? Oui. Mais cela n'a pas suffi. Je pense que le Mali a besoin aujourd'hui d'hommes d'État, d'hommes intègres, plutôt que de quelqu'un parce qu'il est civil, parce qu'il porte les tenues, parce qu'il n'a pas été... Si vous enlevez, prenez Assimi Goïta, enlevez-lui sa tenue militaire et mettez-lui un grand boubou avec le chapelet au cou, vous allez dire Kramgo. Mais enlevez-lui ça aussi, vous le mettez en costume cravate, vous allez appeler monsieur Goïta. Il est en tenue militaire ou on l'appelle militaire. Ça, c'est les apparences. Le plus important, le Mali a besoin d'une équipe d'hommes d'État, une équipe intègre, peu importe qu'il soit militaire ou civil, c'est la volonté du peuple malien qui va primer. Ce que les Maliens vont décider, c'est ce qu'on doit faire. Faire la réforme de la justice, faire la réforme économique pour l'autosuffisance alimentaire et pour le mérite du travail, le pouvoir d'achat, faire la réforme de l'éducation et de l'emploi, et pour peut-être atteindre les 200 000 emplois qu'Ibeka avait promis, faire la réforme territoriale pour une décentralisation osée et poussée, faire toutes ces réformes-là. En un an, ce n'est pas possible. Si la transition ne fait pas ces réformes, si la transition ne pose pas les bases fondamentales de ce que le Mali nouveau va démarrer, on aura tout raté. Parce que ça veut dire que le régime, le gouvernement qui vient après la transition doit mettre en place ces réformes, va passer tout son temps à essayer de colmater ce qui n'a pas été fait. Profitons de ce moment de transition pour poser les vraies bases, pour faire le vrai travail de fond, et le régime qui vient après va devenir un régime de suite logique. Sinon, on va répéter la même chose. Ça veut dire que le régime qui vient après la transition fera pire qu'Ibeka. Si Ibeka est au pouvoir, il a resté jusqu'en 2023, on ne peut pas attendre 2023. Et pour faire une bonne transition, ceux qui sont pressés peuvent attendre 2023 pour se présenter à l'élection présidentielle. Si les Maliens leur font confiance, ils vont passer. Vous savez, le problème, c'est que certains passent par l'ascenseur aujourd'hui du peuple malien pour se faire une peau neuve, pour diriger le Mali. Ça ne peut pas marcher parce que tout le monde connaît tout le monde ici. Et comme disait Amadou Ampateba, chacun connaît chacun dans sa chacunière. Ça veut dire tout simplement que le pays n'est pas aussi grand qu'on ne puisse pas connaître les uns les autres. On peut pardonner, on n'oublie pas, comme dit Imam Diko. Et si on n'oublie pas, on ne peut pas refaire avec les mêmes personnes, les mêmes erreurs. Et nous fondons l'espoir que ça va être le creuset où toutes les forces vives du Mali vont se retrouver, où elles s'entendront sur les grandes orientations qu'on fera de la transition qu'on souhaite réussir. Il nous a été demandé de donner notre compréhension de la transition par écrit et nous avons écrit dans ce sens-là. Et très honnêtement, dans l'écrit que la plateforme a soumis, nous avons dit que ce qui était important pour nous, c'était que ce soit le CSPN qui choisisse le président.
Ça, c'est important pour moi, que ce soit eux qui... Maintenant, quitte à eux de choisir un civil ou un militaire, c'est eux qui doivent choisir. À partir du moment où ils auront choisi un président intègre qui conduira, parce que c'est quand même un tournant très difficile pour le pays. Nous sommes un pays jeune, parce que nous sommes un pays de 60 ans. C'est beaucoup dans la vie d'un homme, mais ce n'est rien dans la vie d'une nation. Alors, 60 ans après, tous les Maliens sont d'accord aujourd'hui que nous avons fait beaucoup d'erreurs, que nous nous sommes engouffrés, que nous avons une autorité qui ne marche pas, que nous avons une administration qui ne marche pas, nous avons une gouvernance qui ne marche pas, nous avons des forces armées qui ne sont pas à même de remplir correctement toutes leurs missions régaliennes. Tout ceci est à revoir, il faut un homme intègre, capable de se faire entourer par des gens intègres, qui ont un souci pour le pays, un souci pour son unité, pour son intégrité, et un souci pour sa cohésion sociale et sa réconciliation. La durée de la transition, nous avons dit qu'il faut aller sur la base d'1 an et 6 mois. Et nous savons que la transition ne va pas résoudre tous les problèmes du Mali. C'est que nous n'avons pas pu régler avec plusieurs mandats successifs des élus. On ne pourra évidemment pas le réussir dans une transition. Mais il faudrait poser les jalons pour que toutes les forces vives s'entendent. C'est ce qu'il faut faire après la transition. Nous pensons que le peuple malien, dans son ensemble, se sont battus pour un idéal porté par le leadership du M5 historique, parachevé par le CNSP. Mais c'est la victoire du peuple. Et aujourd'hui, l'attente du peuple est réelle. Nous avons une école fermée, qui aujourd'hui, les enfants ne vont pas à l'école. Nous avons notre économie à genoux. Nous sommes dans une situation d'incertitude. Nos militaires sont en train de mourir. Nous sommes attaqués par des terroristes. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons le luxe de venir faire ce que j'appelle du surenchère, non, et aussi de faire manque de preuves de responsabilité. Donc aujourd'hui, il faut mettre toutes les forces positives pour que nous puissions aller de l'avant. Aller de l'avant, à mon sens, c'est de créer les conditions d'une transition réussie et tenant compte de l'exigence de la communauté internationale. Ce n'est pas un abandon, mais surtout c'est le pragmatisme et le réalisme politique. Donc nous estimons qu'il faut y aller positivement et nous irons positivement pour sauver le Mali. Les Maliens se sont battus, il y a eu des morts, il y a eu des blessés pour que ça change. Alors il ne faut pas confisquer, mais il ne faut pas aussi reculer. Donc cette dynamique elle doit être positive et elle le sera et nous allons accompagner le processus pour que ça marche. C'était une très bonne impression. J'ai vu des hommes et des femmes soucieux de l'avenir et du devenir du Mali. C'est un tournant de l'histoire malienne. Nous, la diaspora malienne, on vous aidera, Inch'Allah, à faire donner une impulsion pour une meilleure compréhension de problématiques. Ça va au-delà des Maliens de l'intérieur. Nous sommes 6 millions de Maliens. Et pour cette transition, Inch'Allah, nous vous aiderons à avoir des institutions fortes et qui permettra de faire avancer le Mali, au sein desquelles tout le monde va se reconnaître en tant que Malien tout court. La forme de transition, on va convenir. Si le président et le premier ministre est malien de l'intérieur, le président de la Constitution doit être malien de la diaspora. Et si nous optons pour une vice-présidence, les militaires peuvent être vice-présidents. Donc nous allons avoir 30% de la constituante et 30% aussi dans toutes les institutions parce que nous représentons un tiers de Maliens. Je m'appelle Moulay Ahmed Ould Moulay, je suis porte-parole de la plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger. J'estime que la concertation d'aujourd'hui rentre dans la suite logique de la validation des termes de référence que nous avons eu la semaine dernière dans la même salle. Je suppose que c'est une occasion inouïe pour tous les Maliens, pour toutes les forces vives de la nation, de voir quelles sont les voies et moyens par lesquels nous pouvons passer pour asseoir les bases et toutes les orientations pour une transition réussie. Évidemment, la transition ne va pas résoudre les problèmes du Mali qui sont multidimensionnels. Ils sont politiques, économiques, sécuritaires, pandémiques, donc multidimensionnels. Et le Mali est un pays qui a 60 ans aujourd'hui. 60 ans, ce n'est pas assez dans la vie d'une nation. C'est beaucoup dans la vie d'une nation, mais pour la vie d'une nation, ce n'est pas assez. Il est très bon que les Maliens se ressaisissent
et qu'il trouve les voies et moyens par lesquels il faut corriger les erreurs du passé. On s'est dit qu'en 1990-91, nous avons commencé une démocratie. Nous nous rendons compte, une trentaine d'années après, que nous nous sommes enfoncés davantage. Alors, il faudrait que les gens trouvent les voies et moyens et les orientations par lesquelles, à partir de la transition, on fasse un nouveau démarrage pour ce pays, pour lequel il faut la stabilité, il faut la réconciliation, il faut la cohésion sociale, sans lesquelles tout ce à quoi aspire le peuple, c'est-à-dire la paix, le développement, ne pourront pas arriver. Ce qu'on a vu du matin jusqu'à aujourd'hui, il y a de quoi être optimiste, parce que une grande partie des forces vives sont présentes. Et de deux, les gens veulent vraiment participer, comme vous le voyez. Donc cette volonté de s'exprimer, de dire ce qu'on pense, c'est positif. Et ce grand nombre de participants aussi sont positifs. Maintenant, je souhaite que les gens se parlent et que les gens s'écoutent, que les gens s'entendent. Et qu'on donne le temps aux gens de parler. J'ai dit, même si on doit passer la nuit ici, il faut le faire. Il faut que les gens puissent se parler. Après, maintenant qu'on arrive à établir des consensus dynamiques sur ce qu'il faut faire. Moi, je suis optimiste et j'espère que ça se passera bien. Je salue déjà, je vous remercie déjà pour l'opportunité et je salue l'initiative de ces concertations qui étaient demandées par tous. Nous voulions que le pouvoir ou les organes qui vont diriger cette transition soient issus d'un processus inclusif. Et cette concertation s'inscrit dans ce cadre. Pour moi, ces 3 jours, nous devons déterminer un certain nombre de points prioritaires. Ça y est, le profil de la personne qui doit diriger la transition, ça y est, son président, le profil du Premier ministre, et ainsi que la taille et le format du gouvernement. Discuter également des autres organes de gestion de la transition. Nous devons aussi sérieusement échanger sur le contenu de la transition. Pour moi, le contenu, c'est la feuille de route. Une transition n'a pas vocation à régler tous les problèmes d'un pays, mais par contre, elle doit travailler sur quelques points prioritaires et aboutir à des réformes nécessaires et organiser des élections crédibles et transparentes, acceptées par tous. Parmi ces priorités, il y a notamment le renforcement de notre outil de défense et de sécurité, la Grande Muette, l'armée, renforcer les capacités de l'armée de sorte à lui permettre de remplir sa mission républicaine de sauvegarde de l'intégrité du territoire, des personnes et de leurs biens. Nous devons, durant cette transition, tout faire pour qu'il y ait une lutte implacable contre la corruption. Vous ne pouvez pas lutter contre la corruption sans donner un exemple. Et cet exemple, c'est aussi combattre l'impunité. Depuis 2013, il y a eu bon nombre de scandales financiers du jamais vu dans notre pays. Il y a beaucoup de rapports de structures de contrôle et de vérification qui ont été produits. Il faudrait que l'équipe de transition parvienne à donner des suites à ces rapports, mettre ces rapports sur la table des autorités judiciaires. La transition doit travailler à faire beaucoup de réformes en matière électorale. Travailler déjà à faire un bon état civil. Ce qui manque à notre pays, c'est de ce mauvais état civil que découlent les problèmes liés à la liste électorale. Si la transition met en place un bon état civil, on aura un bon fichier électoral. Les organes qui ont la charge l'organisation des élections, notamment la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, la Délégation générale aux élections, la DGE et le ministère de l'administration territoriale doivent être fusionnés en un seul organe unique, indépendant et qui va travailler de façon permanente sur toutes les réformes et tous les aspects liés à l'organisation des élections. Je pense que si la transition arrive à aboutir sur ces résultats, on pourra dire que le Mali est remis sur orbite et que la transition aura été une réussite. Les problèmes de gouvernance que vous dénoncez ici, nous les vivons au quotidien. Alors, dans ça, je me suis dit en termes de priorité, il faut d'abord nous libérer, c'est là extrêmement important. Nous sommes sous occupation. Nous sommes occupés. J'ai dit nous sommes occupés. Nous n'existons pas. Les forces de sécurité et de défense, tous les jours, ceux qui sont chargés, ceux qui sont censés prendre notre sécurité, ce sont eux qu'on tue. Les opérateurs économiques qui sont censés développer la vie, ce sont eux qui sont enlevés et assassinés. Alors,
Peut-on parler d'État? Gao n'existe pas. La plus grande région du Nord. Alors, madame, en termes de propositions, il faut libérer Gao. Il faut aussi libérer Kidal. Parce que le problème du Mali, c'est ces deux régions-là. Il faut libérer Kidal, il faut libérer Gao. En termes de sécurité, ça va être notre priorité absolue. Puisque même demain, nous allons revenir encore pour faire des assises, tant que ces deux régions ne sont pas libérées. Madame, quelqu'un a pu prendre une de mes préoccupations en compte. Il faut aussi la paix sur l'ensemble du territoire, précisément dans ces zones. Il y a des camps isolés, avec un effectif peut-être de 1000 sur un papier, mais en réalité c'est 200 personnes qui s'y trouvent. Inadmissible. Il faut une présence massive des forces de sécurité et de défense dans ces régions qui sont en réalité, qui sont dans la géostratégie de ce que nous voulons. C'est purement de la géostratégie. Si le Mali veut exister, le Mali doit être présent à Kidal et présent à Gao. Ainsi que Tombouctou. Alors, donc je disais tantôt qu'il faut un déploiement et redéploiement des forces de sécurité sur l'ensemble du territoire national. La libération, je l'avais dit, de Kidal et de Gao, de Tombouctou, mais aussi, madame, lors des événements d'INSEC, nous avons constaté la présence de forces spéciales contre le terrorisme. Mais le terrorisme, ce n'est pas forcément à Bamako. Le terrorisme, ce n'est pas forcément à Bamako. Ils quittent où pour venir faire cela? Madame, je m'excuse, madame. Je vais comprendre ma partie, mais comprenez la salle, je vous en prie. Comprenez, comme je l'avais si bien dit, le déploiement des forces spéciales en nombre à Gao, à Tombouctou et à Kidal. Et madame, autre chose, on a parlé de l'évaluation du processus de désarmement. Non, on doit accélérer le DDR. Parce qu'à Gao, dans chaque famille, il y a une arme. Oui, dans chaque famille, le père de famille se mobilise. Dans chaque village, les gens sont encore aujourd'hui dans un système de mettre en place des milices. Parce que tout simplement, les forces de sécurité et de défense sont absentes. On doit accélérer. Alors, je disais aussi, quelqu'un a pris ça, je crois que c'est M. Koulibaly, de capitaliser la résistance des jeunes de Gao. Au lieu qu'ils se pavanent, qu'on se pavane avec les armes, il est important aujourd'hui de voir comment créer le système du service national des jeunes en tant que des réservistes. Cela est extrêmement important. Alors, je finirai avec votre permission pour dire le système de recrutement. Il faut revoir cela. Nous sommes en train de combattre le terrorisme, il faut qu'on se le dise. On est dans une situation asymétrique. Alors, le système de recrutement, il faut qu'on délocalise les zones de recrutement dans le nord. Parce qu'aujourd'hui, pour que Bamako puisse être à l'abri, il faut attaquer les terroristes dans son nid. Et son nid se trouve à Gao, se trouve à Dala, se trouve à Tombouctou et se trouve dans le Tegargar. Je vous remercie. Il faut aussi voir la chaîne de commandement entre la hiérarchie militaire, c'est-à-dire entre les chefs militaires et les subordonnés qui sont sur le terrain. Tant qu'il n'y a pas un rapport, c'est-à-dire de transparence dans la gestion de tout ce qui se fait au niveau de l'armée, les jeunes qui sont sur le terrain n'auront jamais le courage de se battre comme il le faut. On sait que beaucoup de malversations se trouvent aussi au niveau de l'armée. Il faut le dire, même si aujourd'hui c'est la junte qui est au pouvoir, mais il faut le dire qu'il y a beaucoup de bambous au sein de l'armée qu'il faudrait corriger aussi. Je suggère qu'on ajoute la culture parce que, un exemple, quand Modibo Keïta avait quand même demandé à ce que les mariages soient possibles et libres, c'est nous, de la culture à travers la chanson Bambo, pour dire à l'opinion nationale que voilà, on a sensibilisé et jusqu'à demain on sensibilise. En cas de problème, nous sommes les sensibilisateurs au même pied d'égalité que les religieux et les coutumiers. Voilà ce que je voulais dire aussi. On a quelque chose que je voudrais déposer chez vous
qu'on a élaboré, la FEDAMA et l'UAPREM, que je voudrais déposer au secrétariat. Au niveau du point, la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la réforme du secteur de la sécurité, bon, moi j'ai une première proposition, c'est surtout le développement des activités économiques des zones de conflit déjà. Pourquoi? Parce que moi j'ai beaucoup voyagé à l'intérieur du Mali, surtout au centre du Mali. Il y a un grand problème d'activité économique dans cette zone. Et malheureusement, le chômage pousse beaucoup de jeunes à joindre les groupes armés, à certains groupes armés ou des groupes djihadistes. Donc ça, c'est une arme très très importante, que l'armée puisse penser comment développer l'activité économique, surtout dans les zones de conflit. Et cette activité elle est différente du développement de l'activité économique globale du pays. Donc elle est spécifique. Maintenant, il y a un deuxième problème, un grand problème, parce qu'au Mali, il y a un problème d'effectif au niveau de l'armée. Le Mali est un très très grand pays. Et proportionnellement à la superficie du Mali, nous n'avons même pas atteint, c'est-à-dire, je dirais même 20 à 30% de l'effectif pour assurer la sécurité de notre pays. Donc, il faut qu'on puisse penser aux réservistes, à un système de réservistes au Mali déjà. Et c'est possible, il y a beaucoup de pays qui font ça. Le système de réservistes, c'est quoi? C'est-à-dire, l'État peut penser avoir des volontaires qui peuvent suivre des formations militaires, mais qui vont continuer à faire leurs activités professionnelles, soit au niveau de la fonction publique, ainsi de suite. Au besoin, donc on peut les appeler, ils sont formés dans les règles de l'art de l'armée.